Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Donc nous revoilà pour nos vidéos de Cross Connect, votre canal d'information qui permet les échanges entre la communauté francophone et la communauté anglophone, séparée par notre pôle, notre océan Atlantique. Et donc la communauté francophone avec la Belgique, la Suisse, la France, mais également l'incontournable continent de l'Afrique, au moins du moins l'Afrique de l'Ouest, où on parle français, mais également le reste de l'Afrique qui parle également anglais, puisque je publie aussi des vidéos en anglais. Et donc aussi la communauté nord-américaine, aux États-Unis et au Canada. J'allais dire l'Angleterre, mais non, je ne vis plus en Angleterre depuis quelques années déjà. Donc maintenant je suis au Canada. Et donc voilà, on va rediscuter d'une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Je dis que je voulais reparler un petit peu des origines du racisme, et là on va attaquer un sujet très intéressant qui touche naturellement beaucoup de monde, que ce soit du côté européen blanc, mais également du côté African American ou bien les Africains de manière générale. Et donc on va discuter des racines du racisme, une vision à travers l'histoire. Et voilà l'agenda que l'on va suivre. Qu'en est-il du racisme et de la discrimination dans l'Antiquité, civilisation notamment grecque, romaine et arabe, arabe avec un S naturellement, ce que j'aurais dû mettre avec un S, il y a plusieurs civilisations arabes qui sont particulièrement intéressantes, mais on va parler de manière générale. On va également regarder l'évolution du racisme, l'utilisation du code noir dans le système colonial français. Donc cette évolution de racisme à l'époque, on va dire quasiment de l'époque moderne, puisque c'est après 1492, donc on est vraiment à la période moderne. Et on va regarder après, on va regarder un peu plus le passage au racisme pseudo-scientifique et les théories raciales qui sont notamment liées avec le darwinisme social et l'évolution vers le colonialisme. Donc on quitte l'esclavage pour entrer dans la période du colonialisme. On va regarder également l'eugénisme, on va parler aussi également de l'eugénisme et ses impacts au XXe siècle. Là, on rentre vraiment dans une période qui est une période sombre pour moi de l'histoire, très sombre parce qu'on passe dans une période où on agit directement sur le subconscient des gens, et on va regarder un petit peu l'eugénisme, euh, également d'autres aspects comme les os humains. Comme je dis, les os, c'est ZOO. Donc vraiment les os, on voit des animaux normalement, on va voir des os humains. On va voir des gens qui sont exposés comme s'ils étaient des animaux ou des choses. Et on donnera un petit exemple, l'exemple de l'héritage colonial français du racisme aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le racisme aujourd'hui en France, comment il s'exprime, la discrimination qui en est un des symptômes. Et donc, quel est l'héritage colonial français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quel est le prix que paye la France aujourd'hui et les ramifications de cela? Et on ira vers une conclusion qui sera une expression personnelle, mais qui n'est absolument pas de mettre le blâme sur qui que ce soit, mais d'avoir une vision beaucoup plus ouverte sur ce qu'est aujourd'hui comment le racisme aujourd'hui est perçu et comment je le perçois personnellement et quelle est pour moi la vision du futur. Ok. Alors oui, le sujet est un sujet à multifacettes. Faut être réaliste, ça va générer un certain nombre d'émotions de différentes parties. D'un côté, on a les descendants de l'esclavage qui sont nos frères qui sont en Amérique du Nord, notamment tout ce qui est African American aux États-Unis, mais également les gens qui sont d'origine d'Haïti et autres qui peuvent se sentir touchés par le sujet. J'ai quelques amis haïtiens et notamment aux États-Unis qui en fait sont très contents que je traite le sujet. J'ai relâché une vidéo aujourd'hui sur ce sujet en anglais. Pour ceux qui se sentent à l'aise en anglais peuvent la regarder. Maintenant, il y aura également les gens qui se sentent aussi touchés par l'héritage de l'esclavage, parce que il y a ceux qui naturellement en ont bénéficié. Il faut aussi être réaliste, c'est que l'esclavage a généré énormément d'argent. On parle de plusieurs trillions, pas de plusieurs milliards, on parle de plusieurs trillions qui ont été générés. Alors,
faut comprendre, c'est le commerce triangulaire. Il y a le commerce triangulaire. Je vais expliquer ce qu'est le commerce triangulaire, mais également un moyen pour les États du Sud des États-Unis d'échapper à d'avoir une main-d'œuvre bon marché qui leur permettait d'écouler leurs produits plus facilement vers l'Europe, notamment vers l'Angleterre, vers le reste de l'Europe. Donc, on voit déjà qu'il y a une sorte de mercantilisme, de commerce triangulaire qui se met en place. Mais malgré cet ensemble d'émotions qui sont générées, il faut aussi regarder un petit peu plus en détail ce que veut dire le racisme, quelle est son évolution, et notamment donc le racisme lui-même, la discrimination, l'eugénisme. Et on peut penser que tous ces éléments sont des voies un petit peu parallèles, qu'il n'y a pas de point de convergence. Il y a un point de convergence. Il y a un point de convergence, mais une forme aussi de succession, d'évolution au travers du racisme. Vous allez comprendre que le racisme est un moyen détourné, euh, détourné d'obtenir quelque chose. En fait. Donc, on verra que à travers le temps, il y a aussi différents mouvements philosophiques qui ont démontré quelques niveaux de misogynie et même de racisme, parce qu'on peut penser à Aristote, qui a une personnalité importante de la philosophie, on va dire, occidentale, qui avait certaines vues sur les femmes étant inférieures, à la fois par rapport aux hommes, à la fois physiquement et intellectuellement. Le confucianisme, qui est également une philosophie qui a profondément impacté les sociétés d'Asie de l'Est, donc qui avait comme principe l'humanisme, la droiture, l'étiquette sociétale, la sagesse, la connaissance et également d'être quelqu'un de confiance. Okay. Et on voit bien que malgré cela, il y a une certaine forme de misogynie envers les femmes, où on leur demande dans le confucianisme d'être soumises et de rester à des tâches domestiques. Okay. Je voudrais juste rétablir aussi un point de vue que cette discussion, ce sujet, je le traite de manière un petit peu subjective, je dois le dire. Mais j'essaie de garder une forme d'objectivité parce que c'était une discussion sur laquelle je ne veux pas assigner de blâme quelconque sur des individus ou sur une race. Donc quand je prends l'exemple de la France, parce que je connais cet exemple-là, je l'ai vécu. Et je l'ai analysé de manière froide, moi qui ai vécu en France. Je l'ai analysé de manière froide et je voudrais juste en discuter avec vous, partager mon point de vue. Maintenant, j'aimerais aussi dire que malgré toutes les conséquences négatives que le racisme et la discrimination a pu générer dans la société humaine et les difficultés que nous avons rencontrées tous ensemble pour surmonter cela, il existe une possibilité que la race humaine évolue vers une forme d'harmonie. Mais ça veut dire qu'il y a un chemin qui est devant nous. Et que ce chemin-là, il faut l'emprunter. Il faut l'emprunter ensemble. Ce n'est pas juste emprunter le chemin de manière séparée. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les bleus, les violets séparément. Non, nous devons tous marcher ce chemin ensemble. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 60, il y avait un homme qui avait un rêve, le docteur Martin Luther King, qui a été, on va dire, suivi en quelque sorte par John Fitzgerald Kennedy, qui avait aussi une vision de ce que devait être l'Amérique. Okay. Malgré cela, ces deux personnes ont été assassinées, mais ils ont quand même laissé une trace indélébile dans la vision que nous devrions avoir de l'humanité en réalité. Et pour moi, la société humaine est incontestablement une famille. Nous ne sommes pas des gens séparés. Si vous avez pu voir ma vidéo sur les 5 preuves de l'existence de Dieu, je prouve bien que l'ADN est une structure que nous partageons, que nous avons tous en commun à 99,9%. Il ne reste que 0,1%. Donc il est important de nous considérer tous comme une famille et j'espère que cette vidéo sera reliée de manière importante afin qu'on ait une discussion et qu'on ait un échange beaucoup plus positif et beaucoup plus valorisant pour tout un chacun. Non pas simplement pour les personnes d'origine africaine comme moi. Moi je suis métisse
euh, français, africains, mais il n'empêche que ce soit mes frères blancs ou mes frères noirs ou mes frères juifs ou mes frères indiens ou mes frères de toutes les contrées du monde, j'espère que ce message-là sera porté par tout un chacun. Merci et on se retrouve dans la partie 1. Bon, chers amis, nous voilà pour la partie 1. Donc la partie 1, pour vous garder en mémoire ce dont nous discutions juste avant. Donc voilà la partie 1. On va discuter de qu'en est-il du racisme et de la discrimination à l'époque de l'Antiquité. On va faire un petit focus sur civilisation grecque, romaine et arabe. Alors je vais regrouper en fait civilisation grecque et romaine puisqu'il y a beaucoup de similitudes et parce que le la chute de la civilisation grecque correspond avec la prise de la Grèce par Rome. Donc au moment où vraiment la civilisation grecque est en déclin total, la civilisation romaine est en essor et ça va être le passage de témoin, si l'on peut dire ainsi. Mais fondamentalement, ça va être la prise de la Grèce et la prise d'Athènes, notamment par les Romains. Ok. Donc, mais on va aussi discuter des civilisations arabes parce qu'il y a aussi des aspects communs entre les deux époques, qui est civilisation grecque, civilisation romaine, et puis il y a quelques correspondances avec la civilisation arabe sur certains aspects. Donc, dans l'Antiquité, on, on pensait souvent que c'est une idée préconçue à vrai dire, hein. On pensait souvent que le racisme était une perspective qui n'était pas courante chez les individus entre eux ou envers les autres civilisations ou peuples. La vision dominante est que, en réalité, c'est que les anciens Grecs et Romains se distinguaient principalement entre ce qu'ils appelaient la civilisation, le monde civilisé, donc la Grèce, Rome, et la barbarie. Donc la barbarie, c'était des mondes différents. Okay. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de civilisation, ça veut dire qu'il n'y a pas la civilisation dans l'avancée technologique comme ils l'entendaient, comme le raffinement, on va dire, dans l'art, dans même la musique, dans même la poésie et d'autres éléments qui se rattachent à la culture. Donc c'est plus le raffinement culturel qui est mis en considération par rapport à la barbarie qui est plus dans une logique d'affrontement et autres. Cela étant, cela définissait les différences ethniques et culturelles entre les deux côtés. C'est ce que je voulais expliquer en fait, c'est que cette différence, elle existait à ce niveau-là, au niveau culturel, même au niveau politique, le raffinement aussi, la compréhension politique, d'avoir une conscience politique fait qu'il y a un raffinement du côté de Rome et du côté de la Grèce. Okay. Mais il n'y a pas de préjugé racial. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le préjugé racial de couleur de peau, d'ethnie ne rentre pas en considération. Il y a une analyse systématique des préjugés et stéréotypes selon la conception du racisme dans l'Antiquité classique qui a été faite par Benjamin Isaac, qui révèle que ce que l'on considère comme des fossés entre civilisation et barbarie, on pourrait définir ça comme du proto-racisme. Ok. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on pense que cette forme de racisme a inspiré les premiers auteurs modernes qui ont ensuite développé des concepts racistes plus connus. Ok. La recherche du proto-racisme dans les civilisations humaines anciennes comme Rome et Athènes était motivée par des distinctions vraiment culturelles, comme je le disais juste avant. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ethnique et religieuse. Ok. Alors l'ethnicité, ça veut dire c'est la manière dont on voyait les Pictes qui étaient au nord, qui étaient au niveau de l'Angleterre et autres, et la manière dont on voyait, je sais plus comment on appelait les peuples germains avec lesquels Rome a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, ou même la Gaule. La Gaule était considérée éthiquement comme pas inférieure, mais différente, dans le sens où ils avaient une différenciation du type romain,
le type romain était plus fluet, plus fin, alors que le gaulois était considéré comme plus massif et autres. Donc il y avait une différence ethnique, et cette différence ethnique était connue. Okay. Et religieuse maintenant, parce que il y a naturellement le polythéisme, et que plus loin dans l'histoire de Rome, le monothéisme va jouer un rôle important. Okay. On sait que le christianisme va devenir la religion d'État dans la Rome antique, plus tard dans l'évolution de Rome. Donc voilà. Mais le monothéisme type islam viendra beaucoup plus tard. Viendra vraiment vers 700-800 après Jésus-Christ. Donc on est vraiment à la fin de bon, on- la mort de l'Empire romain d'Occident est déjà prononcée à cette époque, il me semble. Donc ce que l'on voit, c'est cette différence culturelle, ethnique et religieuse qui est très différente, ce qui est très différent du racisme actuel, qui repose plutôt sur la croyance en une infériorité innée de certaines races et l'utilisation de justifications pseudo-scientifiques pour renforcer cette idéologie. Okay. Donc on va essayer de démontrer à travers différents éléments qu'il y a une différence, une infériorité qui est liée à la race et à la couleur de peau. Maintenant, peut-on affirmer que le racisme de l'époque était aussi répandu dans les civilisations humaines qu'aujourd'hui? Alors, vu que les Grecs, les Romains, ou même, j'imagine, bon, j'ai pas vraiment creusé un petit peu sur l'Égypte, mais même si on regarde l'Égypte ancienne, donc l'Égypte ancienne, c'est pas l'Égypte arabe, okay, c'est l'Égypte ancienne avant même le déluge. On n'a pas de vue très claire que la création des pyramides, faut pas se leurrer, hein. C'est pas 2500 ans avant Jésus-Christ, hein. C'est bien avant. C'est pas les Arabes qui l'ont fait. Ce sont pas les Égyptiens d'aujourd'hui qui l'ont fait. Les pyramides remontent bien avant à l'époque du royaume de Kémet. Bon, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais donc on voit bien que le fait que les Grecs et les Romains se distinguent en tant que civilisés, considérer les autres comme des barbares, il y a une distinction. Cette distinction de, touche à une forme initiale du racisme que Benjamin Isaac euh, définit comme proto-racisme. Donc, cette distinction, ce concept de race ou de racisme était basé sur, comme je disais, distinction culturelle, politique, sociale, mais pas biologique. Okay. Il n'y a pas de logique de biologie. Okay. Donc la frontière, mais cette frontière, c'est pour ça qu'on parle de proto-racisme, parce qu'il y a une partie qui fait intervenir l'idée du racisme, l'idée de la différence ethnique, la différence de race, basée avant tout sur des aspects culturels, comme je le disais, religieux et sociales, mais cette frontière entre les sociétés civilisées et barbares est considérablement estompée par les interactions culturelles et les mariages mixtes qui créent des limites plus fluides dans cette relation. Donc, c'est un proto-racisme, mais il n'y a pas de racisme biologique. On ne considère pas l'autre comme fondamentalement inférieur. Il est différent. Il est différent dans sa mesure de civilisation, mais il n'est pas inférieur en tant qu'être humain. Donc le mariage mixte n'est absolument pas proscrit. Au contraire, il arrive fréquemment que des individus du milieu barbare se voient accorder la citoyenneté en raison de leur naissance, parce qu'ils peuvent naître de manière noble, font partie de la royauté. Par exemple, on sait que le peuple juif, quand il a été conquis par Rome, on sait qu'il y a eu une interaction importante entre la noblesse, euh, ce qu'ils appellent la noblesse judéenne, et l'aristocratie, ou l'équivalent de l'aristocratie romaine. Okay. Donc les gens qui ne font pas partie de la plèbe, mais qui font partie de la noblesse. Okay. Donc maintenant, ce que l'on peut voir, c'est que les gens qui sont issus de civilisations barbares se voient accorder la citoyenneté, comme je le disais, en raison de leur naissance, culture, langue et service militaire. Il y a des pays conquis qui acquièrent naturellement des ressources et des compétences militaires, linguistiques, même culturelles, c'est-à-dire que des artistes peuvent obtenir la citoyenneté, ne passent pas par la case esclavage. L'esclavage n'est pas un passage obligatoire. Okay.
Mais cela inclut naturellement, cette distinction inclut aussi l'esclavage. Donc, il faut bien comprendre que l'esclavage n'est pas décidé selon la couleur de peau, l'ethnie et autres, qu'il y a des perspectives plus complexes avec diverses justifications. Dette, statut social des individus conquis, crimes, euh, naturellement guerre et conquête, qui font partie des éléments qui vont, on va dire, mitiger soit la raison pour laquelle les gens vont aller dans l'esclavage ou ne vont pas être dans l'esclavage. Ok. Malgré ces facteurs, la couleur de peau, encore une fois, n'est pas un obstacle ni au mariage mixte, ni à l'obtention de la citoyenneté romaine ou grecque, ou à l'enrichissement. L'enrichissement personnel, la prospérité, entre guillemets, était permise pour un être libre. Okay. Mais ça ne veut pas dire que tous devenaient libres. Hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est vraiment une société quand même fragmentée avec des logiques, on va dire, de caste, entre guillemets. Okay. Cependant, il y a d'autres formes de discrimination et d'inégalité qui existaient, notamment l'égard des femmes. Les femmes ne bénéficiaient généralement pas de même type d'opportunités que les hommes. C'était une société avant tout patriarcale, avec une certaine, je veux dire, avec une influence marquée par les hommes. Ok. Maintenant, c'est vrai que là on vient de parler principalement de Rome et de la Grèce antique. La Grèce antique, c'est aussi un peu plus compliqué. Je rentre pas dans les détails, mais il y a Sparte, Thèbes, Athènes, ce sont des civilisations, encore une fois, même par ville. Il y a une approche même culturelle, euh, une approche financière, une approche même, je dirais, de culture politique qui est différente d'une ville à l'autre. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais ce serait pour être l'occasion d'une autre vidéo. Maintenant, il serait injuste de parler de ces civilisations anciennes sans évoquer les empires arabes. Okay. Et plus loin, arabes païens et puis islamiques plus tard. Et leur expansion, parce que souvent aussi, on pense que leur expansion joue un rôle majeur dans l'esclavage. Oui, en partie, tant pour les individus noirs ou autres. Parce que les gens touchés par l'esclavage dans le monde arabe étaient, tout le monde était touché par l'esclavage. Il ne faisait pas de distinction de race en tant que telle. En réalité, les circonstances étaient les mêmes. Les civilisations islamiques et arabes faut comprendre ce que c'était très, très, très avancé dans les domaines de la science, de l'astronomie, de la poésie et des arts. Le Talmud de Babylone est un livre absolument incroyable, écrit à la fois par des juifs et inspiré ou aidé par les arabes. Il y a une notion scientifique dans le Talmud de Babylone qui est absolument incroyable. Donc, bien que la traite des esclaves ait été un aspect important de leur société, les principes fondamentaux de l'esclavage sont quasiment les mêmes que entre Rome et la Grèce. Ok, c'est essentiellement dû à la dette, guerre et conquête, crimes, mais aussi un grand nombre d'échanges commerciaux. Les les civilisations arabes ont toujours, il y a eu, bon, je peux pas rentrer dans le détail, mais vous le verrez vous pourrez voir, je pense à l'écran, pas mal d'informations là-dessus, mais il y a eu pas mal de sultanats arabes et islamiques qui ont existé, ce qui fait que donc la civilisation arabe est très riche, et assez ancienne en fait. Donc, mais donc les échanges commerciaux entre les réseaux transsahariens et de l'océan Indien sont absolument manifestes et importants, donc ce qui crée une possibilité d'échange, notamment sur l'esclavage. Donc, encore une fois, la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a un racisme, mais qui n'est pas la même base que celui actuel. Okay. Il il est mitigé, mais il est également rentre dans la définition que Benjamin Isaac donne du proto-racisme. Okay. Mais par contre, il faut prendre en considération certains facteurs. Et les facteurs importants sont ceux-ci.
Cette forme de proto-racisme n'est absolument pas basée sur des justifications biologiques ou même scientifiques, parce qu'il n'y a pas cette capacité scientifique, ok, ni cette volonté biologique de définir de si grandes différences. Je pense qu'il y a une certaine forme de supériorité selon la classe sociale, ok, mais pas fondamentalement basée sur la biologie, ok, parce qu'on peut voir des gens qui sont d'origine barbare et qui deviennent par définition nobles, ok, par mariage, par capacité financière ou même par ascendance. Ce que je veux dire par ascendance, c'est que très souvent il y avait des adoptions qui étaient possibles entre une personne noble et une personne qui était soit noble, soit non noble. Okay. C'est déjà arrivé dans l'histoire de Rome où des gens nobles aient pris en adoption des personnes qui n'étaient pas nobles. Okay. Maintenant, pour revenir au contexte des civilisations arabes, il est crucial de reconnaître que la loi islamique, maintenant c'est la loi islamique, on parle de 800 ans, 700 ans, 800 ans après Jésus-Christ, que la loi islamique ou les lois arabes de l'époque garantissaient des droits et protection des captifs, sans distinction de couleur de peau, qu'ils soient européens, parce qu'il avait des esclaves européens, africains ou asiatiques. Donc, comme d'autres civilisations anciennes, les esclaves peuvent être intégrés dans la société. Ils ne sont pas naturellement intégrés dans la société libre, mais ils peuvent être intégrés par différents aspects qui, je connais pas bien, je veux pas m'avancer sur la société arabe, mais bon, il peut y avoir plein d'éléments qui rendent la liberté dans les sociétés anciennes. Il faut comprendre que quelqu'un qui était gladiateur, qui a rendu le Colisée absolument magnifié devant ses prouesses, devant ses capacités, peut obtenir la liberté. Il peut être libéré par son, par son maître pour acte de bravoure. Il peut racheter sa liberté. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Il y a le mariage aussi qui existe. Certaines personnes qui étaient d'origine esclave peuvent se marier avec quelqu'un de libre et la personne rachète sa liberté. Il peut y avoir ça, c'est également. Donc, il y a plein de possibilités. Mais la liberté n'est pas donnée de manière systématique. Ce n'est pas parce on est esclave et qu'on passe 20 ans, 30 ans en tant qu'esclave que ça nous donne la possibilité d'être libéré. Ça, par contre, ça n'existait pas. Maintenant, ce segment de la vidéo, c'est pour démontrer quelque chose. Le proto-racisme et le racisme plus moderne ont en commun deux choses très importantes. Premièrement, la déshumanisation de l'autre et l'enrichissement au détriment de l'autre. Et l'enrichissement. Donc, c'est l'accumulation d'argent sonnante et trébuchante, l'accumulation de richesses qui pousse à cela, à la déshumanisation de l'autre et à l'utilisation de l'autre comme si c'était alors il les considère vraiment comme des êtres humains, mais il les traite de manière différente parce qu'ils sont une sous-classe, on va dire, parce que on se retrouve dans l'esclavage, on devient une sous-classe. Okay. Même si les conditions dans lesquelles on rentre dans l'esclavage peuvent être discutées et discutables, okay. Mais il n'y a pas de justification biologique et d'infériorité liée à la race, qui pour moi amène un désastre social et humain. Il faut comprendre que c'est ce qui distingue vraiment le proto-racisme du racisme actuel. Où il y a un côté insidieux du racisme actuel de démontrer que l'autre est inférieur. Et est inférieur en quoi? Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les 5 preuves de l'existence de Dieu, je démontre que dans l'ADN, il n'y a aucune forme de différence. 99,9% de l'ADN est partagé entre tous les êtres humains. Il reste 0,1% qui détermine les différences qui nous définissent. Donc, par de facto, il n'y a rien qui nous définit. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organe, au niveau du sang, au niveau de la structure organique, il n'y a rien qui nous définit de manière différente. La seule chose qui nous différencie, c'est l'âme. Mais l'âme, qui la définit? C'est l'homme qui la définit pour savoir qui est inférieur, qui est supérieur? C'est l'homme, depuis quand l'homme définit l'âme? L'homme ne définit pas l'âme. Donc, par définition, il ne peut pas s'agir d'infériorité ou de supériorité. Par rapport à quoi? Puisque la couleur de peau est définie par l'ADN. Il n'y a pas de lien avec l'âme. Donc, c'est pour ça que ce principe-là ne rencontre pas de base, ne rencontre pas de base solide. Scientifiquement, ça ne fonctionne pas. Okay. En plus des racismes anciennes du racisme moderne, la qualification du racisme
évoluera naturellement vers des procédés pseudo-scientifiques, à la fois systémiques, ok? Je vais expliquer tout ça, le côté systémique de l'époque moderne, ok? Qui est très intéressant. Et le côté systémique du côté pseudo-scientifique basé sur d'autres concepts qui mèneront inévitablement à l'eugénisme et la discrimination étatique. Cette discrimination peut être soit ouvertement affichée, comme dans l'Allemagne nazie, ou en Afrique du Sud pendant l'apartheid, ou une ségrégation officielle comme aux États-Unis avant le mouvement des droits civiques. Donc on voit que le racisme commence avec le proto-racisme, qui prend sa base, que le racisme moderne prend sa base dans le proto-racisme et le développe de manière à donner une approche à la fois structurelle, systémique, et qui évoluera vers des principes pseudo-scientifiques. Et c'est ce qu'on va voir juste après dans la partie 2. Donc merci pour votre intérêt, et je vous retrouve dans quelques minutes pour la partie 2.